Le 7 novembre 2007, l'horreur a frappé de plein fouet la paisible ville de Jokela. En quelques instants, 8 vies innocentes ont été fauchées, laissant derrière elles un silence assourdissant, des familles brisées et une communauté sous le choc. Au cœur de cette tragédie, Pekka Erik Ovinen, un adolescent tourmenté, isolé, en proie à des troubles psychologiques profonds et des idées extrémistes inquiétantes. Comment un jeune homme apparemment ordinaire a-t-il pu sombrer dans une telle noirceur? Y avait-il des signaux d'alarme que personne n'a su lire? Bienvenue dans Ombre des faits, là où derrière chaque crime se cache une vérité non dite. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. Commençons. Bienvenue en Finlande dans la commune de Tuusula, en périphérie d'Helsinki. C'est dans cette commune que nous rencontrons Erik. Pekka Erik Ovinen, que ses proches appelaient simplement Erik, est né le 4 juin 1989 dans une famille d'artistes. Son père, Ismo, et sa mère, Mikaela, étaient tous deux guitaristes, et même si leurs noms ne franchirent pas les frontières, ils baignaient dans la musique avec passion. Le petit Erik grandit à Chisila, un hameau rural en bordure de Tuusula, aux côtés de son petit frère. L'enfance y était tranquille. Trop tranquille, peut-être, pour un garçon en quête de sens et d'aventure. À l'école, Erik brillait par son intelligence. Ses résultats académiques étaient excellents, mais tout changeait dès qu'il sortait de sa bulle. Socialement maladroit, souvent isolé, il rougissait au moindre regard, et il devint rapidement la cible de moqueries et de harcèlement de la part de certains de ses camarades. Un élève brillant, mais un adolescent solitaire. Et ce contraste allait, peu à peu, nourrir une ombre grandissante. À première vue, Erik n'avait rien d'extraordinaire. Un adolescent discret, solitaire, passionné de jeux vidéo. Mais en regardant de plus près, son esprit suivait une trajectoire bien différente de celle des autres jeunes de son âge. Une dérive silencieuse et inquiétante. Dès novembre 2006, ses parents, inquiets de son état mental, l'encouragent à consulter. Un psychiatre lui prescrit alors des antidépresseurs, des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, censés soulager anxiété et dépression. Mais Erik ne les prend pas régulièrement. Il saute des jours, parfois des semaines, et ce type de traitement ne supporte pas l'irrégularité. Au lieu de l'apaiser, son état ne fait qu'empirer. L'isolement devient total. Peu d'amis, aucun lien véritable. Erik s'enfonce dans une bulle numérique. Internet devient son refuge mais aussi son poison. Il se plonge dans des vidéos violentes, des documentaires sur les tueries de masse, les attaques terroristes et les conflits militaires. Il idolâtre ces événements, il les archive, les republie. Il s'en nourrit. En mars 2007, il franchit un cap. Sous le pseudonyme de Natural Select 89, le même que celui qu'il utilise pour jouer en ligne, il crée une chaîne YouTube où il partage ses pensées dérangeantes. Des pensées radicales, cruelles, nihilistes. À la suite des encouragements d'une petite amie virtuelle, il dévoile même son visage. Et ce que l'on y voit trouble profondément. Un regard vide, un ton froid, il semble s'enfoncer dans ses convictions sans retour possible. De spectateur silencieux, Erik devient acteur de sa propre dérive. Au fil des mois, Erik s'enferme dans un univers de plus en plus sombre. Obsédé par les violences de masse, il diffuse plus de 100 vidéos glaçantes retraçant des tueries, des actes terroristes et des conflits. Il ne se contente pas de regarder, il les archive, les republie, les glorifie. Il va même jusqu'à publier une vidéo dans laquelle il insulte toutes les religions. Mais son message reste inaudible, couvert par une musique bien trop forte. Ce n'était peut-être pas plus mal, car derrière cette façade maladroite et introvertie, Erik cachait un tempérament impulsif, colérique, radical. Ses opinions polarisées, sa fascination pour la destruction, ses symboles détournés. Tout cela commence à inquiéter sérieusement certains internautes. Ces vidéos choquent, dérangent. Des signalements influents. Mais malgré cette alerte numérique, aucune enquête officielle n'est lancée. Aucun psychiatre n'est rappelé. Finalement, YouTube ferme sa chaîne pour violation des règles de la plateforme. Ce bannissement l'anéantit, puis le galvanise. Dans un nouvel accès de rage, Erik recrée aussitôt un compte sous un nouveau nom. Sturmgeist 89, en allemand. Cela signifie « esprit de la tempête », le ton est donné. Plus l'automne 2007 avançait, plus les idées d'Erik devenaient extrêmes. Il s'enfonçait toujours plus loin dans l'isolement et le ressentiment. Ses parents, tout comme ses enseignants, ont bien tenté d'intervenir. Mais sans succès. Erik s'autoproclamait « darwiniste social ». Il croyait en une lecture brutale du monde. Seuls les plus forts méritaient de survivre, tandis que les faibles, les esprits inférieurs selon ses mots, devaient disparaître. Il se voyait comme un être supérieur, un esprit lucide dans une masse aveuglée, et même s'il admettait souffrir d'un complexe de supériorité, il le justifiait par son propre regard sur l'humanité. À ses yeux, elle se divisait en 3 groupes, les individualistes, les manipulateurs, et les autres, 94% de l'humanité, selon lui, qu'il considérait comme inutile, faible et sans intérêt.
Son langage, de plus en plus tranchant, trahissait une rupture complète avec toute empathie. Sur sa seconde chaîne YouTube, créée après la suppression de la première, il écrivait sans filtre. Je suis un existentialiste cynique, un humaniste anti-humain, un darwiniste social antisocial, un idéaliste réaliste et un athée divin. Je suis prêt à combattre et mourir pour ma cause. En tant que sélectionneur naturel, j'éliminerai ceux que je considère comme des ratés de l'humanité. Ce n'était plus seulement de la souffrance. C'était devenu un manifeste, un cri de guerre contre la société tout entière. Les paroles d'Éric n'étaient pas de simples provocations lancées dans le vide. Derrière ces publications rageuses, un plan se dessinait. Un plan sombre, précis, dévastateur. Fin 2007, un nouvel événement personnel vient ébranler son fragile équilibre. Il apprend que sa petite amie virtuelle, la première qu'il ait connue, l'a quitté pour un autre homme rencontré en ligne. Pour lui, c'est une trahison de plus, une blessure de trop. Éric n'a alors aucun casier judiciaire. Et en Finlande, la possession d'armes à feu est légale sous certaines conditions. En août 2007, il devient membre enregistré du club de tir d'Helsinki. Une simple séance d'entraînement d'1 heure lui suffit pour obtenir les bases. Puis, en octobre, il obtient le permis de port d'armes. Peu après, il achète un pistolet semi-automatique Sig Sauer Mosquito. Et, dans la foulée, plus de 500 munitions. Pendant ce temps, ses discours en ligne deviennent plus violents, plus directs, plus provocateurs. Depuis 5 mois, plusieurs internautes l'alertent, le dénoncent, s'inquiètent publiquement de sa radicalisation. Mais aucune autorité ne se penche sérieusement sur son cas. Les signes étaient là, clairs, alarmants. Des mots gravés noir sur blanc, des menaces ouvertes. Un appel à la violence. Le 6 novembre 2007, la veille du drame, Éric rédige plusieurs documents. Certains sont destinés à ses parents. D'autres sont rédigés en anglais et en finnois, puis publiés sur des sites de partage de fichiers. Il ne se cache plus. Il annonce ce qu'il va faire, presque comme un adieu programmé. Mais personne, à ce moment-là, ne comprend l'ampleur de ce qui s'apprête à se produire. Nous sommes le 7 novembre 2007. Un mercredi ordinaire, en plein cœur du trimestre d'automne en Finlande. Ce jour-là, Éric ne se rend pas au lycée. Il reste chez lui, derrière son écran. À 9h30 du matin, il poste une vidéo glaçante sur YouTube. Une succession d'images, un crâne sur un étang, une vue de son établissement, puis un fondu vers du rouge sang, et enfin, lui, braquant une arme vers la caméra. En description, un simple message. Aujourd'hui, l'histoire sera écrite. Puis il éteint son ordinateur, enfourche son vélo, et pédale vers le lycée Jokela. Il entre dans le sous-sol de l'école, dissimulé sous le réfectoire. Là, dans son sac, il sort l'objet qui scellera son destin, un pistolet semi-automatique Sig Sauer Mosquito. Il est 11h42. Les premiers coups de feu retentissent dans les couloirs. La panique gagne rapidement les élèves. À 11h46, 5 étudiants et l'infirmière scolaire ont déjà été mortellement touchés. Éric, pourtant face à d'autres élèves, décide parfois de les épargner d'un simple regard. Une sélection brutale, arbitraire, nourrie par ses idéaux déshumanisants. Alertée, la directrice utilise le système d'annonce pour ordonner aux classes de rester enfermées. En réponse, Éric tire dans les couloirs, hurle, exige que d'autres le rejoignent dans sa « révolution ». Devant leur refus ou leur incompréhension, il tire dans le téléviseur d'une salle. Mais quitte la pièce sans blesser personne. Il monte à l'étage. Sur un banc, 2 élèves sont assis. Un seul en réchappera. Puis il tente de mettre le feu à un mur avec un liquide inflammable. Sans succès. À 11h57, il retrouve la directrice et lui ôte tragiquement la vie. La police et les secours arrivent peu après. À 12h02, les premiers agents entrent dans l'établissement. Éric tire, sans faire de blessés. Puis, à 12h04, alors qu'on lui ordonne de lâcher son arme, il refuse. Il se replie, descend à nouveau dans le bâtiment, et se retranche dans les toilettes. Là, seul, face à l'inévitable, Éric met fin à ses jours. À 12h15, l'enfer s'arrête. Mais pour 8 familles, il est déjà trop tard. Il aura fallu plus de 2 heures à la police pour sécuriser les lieux, au milieu du chaos, des cris, et de l'incompréhension. Certains élèves ont sauté par les fenêtres, courant à perdre haleine vers les véhicules des secours. D'autres sont restés cachés, paralysés par la peur, jusqu'à ce qu'on les retrouve. Ce n'est qu'à 14h30 qu'Éric a été découvert. Toujours en vie, mais tout juste. À ses côtés, la police finlandaise retrouve 75 douilles et plus de 300 munitions encore inutilisées. Le choc est total. 8 victimes. Des noms, des visages, des familles détruites. Et au centre de tout cela, un adolescent rongé par la haine et la souffrance. Rapidement, le profil d'Éric se dévoile. Les déclarations extrêmes, les manifestes en ligne, les idéologies haineuses, les vidéos inquiétantes. Tout refait surface. Ceux qui le connaissaient dans la vraie vie sont dévastés. À l'école, il était discret, mal dans sa peau, rarement menaçant. Mais sur Internet, un autre Éric prenait la parole. Plus violent, plus radical.
Et bien plus dangereux, un youtubeur, qui avait alerté sur son comportement des mois plus tôt, revient avec amertume. Je vous avais prévenu, et personne n'a écouté. Les signes étaient là. Les vidéos, les textes, les cris numériques. Mais le flou juridique, l'anonymat du net et la distance entre les pays rendent l'intervention complexe. Eric est décédé à l'hôpital des suites de sa blessure auto-infligée. Ce geste a définitivement fermé la porte à toute justice, à toute compréhension. Mais il reste les victimes. Et leurs noms ne doivent pas être oubliés. Samuli Nurmi, 17 ans. Décrit comme un garçon fantastique, Mika Piteri Pulkinan, Harijahani Palsanan, Mikko Tipani, Vilvatari, tous adolescents. Anna Katarina, 25 ans, mère de 2 jeunes enfants. Sirka Nelly, 43 ans, infirmière de l'école, tombée alors qu'elle appelait à l'aide. Elena Kalmi, 61 ans, la directrice, restée à son poste pour protéger ses élèves. Ces personnes n'ont rien fait d'autre que vivre leur journée. Et c'est ce qui rend cette tragédie si cruelle. Le 7 novembre 2007, elles ont simplement croisé la route d'un esprit déchiré. La Finlande reste l'un des pays les plus sûrs au monde, avec un taux de criminalité très faible malgré un nombre élevé d'armes à feu par habitant. Mais ce drame nous rappelle que la stabilité d'une société ne la rend pas invulnérable. La santé mentale, l'écoute, la prévention et la régulation des discours haineux, en ligne comme ailleurs, restent plus que jamais des enjeux cruciaux. Et ainsi, notre récit touche à sa fin. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur Ombre des faits. Si vous avez trouvé cette affaire marquante ou si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, croyez-vous que quelque chose aurait pu être fait pour empêcher Eric d'agir ainsi? Si oui, à quel moment, et comment? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. À bientôt.